Bonjour, allez, aujourd'hui on va parler quand même de cette sortie qui est majeure parce que par la magie ou je sais pas comment on analyse ça des réseaux sociaux, son prédécesseur a eu un succès totalement inattendu, en tout cas quand Fuji l'a sorti. On parle du X106, hein, sachant que le X105 ça fait au moins 2 ans qu'il est en rupture de stock complète et qu'il se vend à des prix complètement fous en occasion. Et donc on espère que là, Fuji a prévu le volume de production suffisant hein, cette fois-ci. Bon, parce qu'il n'y a pas de raison que finalement que la hype autour de ce boîtier tout d'un coup chute quoi, spécialement parce que au contraire même je dirais, vu ce qu'apporte en plus le boîtier, on va le voir, il y a de quoi être séduit hein, si on aime évidemment ce genre de concept. Alors c'est quoi le concept ? Moi, c'est un concept sur ma chaîne que d'habitude je n'évoque pas trop parce que personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les hybrides à objectifs évidemment interchangeables, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de ce compact très expert. Mais il mérite quand même qu'on s'y intéresse, hein. Là, c'est sûr. Encore une fois, vu le succès inattendu de son prédécesseur, bien sûr, et puis, bon, c'est quand même un boîtier moderne malgré son look rétro, hein, et même très moderne vu les nouveaux composants qu'il embarque, et justement, on va en parler. Alors, l'ergonomie globale ne change pas, hein, c'est-à-dire c'est ce qui a plu tout de suite, on va dire, sur ce boîtier à ceux qui ont découvert que justement on pouvait, grâce à un boîtier suffisamment compact qu'on arrive à emmener vraiment partout là pour le coup, hein, parce que la prouesse c'est vraiment la taille de l'objectif là, hein, très clairement, qu'on pouvait, grâce au capteur APS-C, ramener des clichés qu'on risquait pas de ramener avec un smartphone. Et donc forcément, ce boîtier a eu tout d'un coup un succès fou grâce à ça, et son look rétro y a fait aussi, bien sûr, et bien entendu aussi l'emballement des réseaux sociaux a fait son travail là-dessus pour donner ce succès que personne n'attendait, et certainement pas Fuji, hein, évidemment. Voilà, donc l'aspect général ne change pas, à part que le boîtier prend 50 grammes. Alors 50 grammes, c'est pas anodin, surtout quand on part d'un boîtier pas très lourd, hein, comme c'était le cas de celui-ci. Donc il faut voir. Hein. Alors si ça s'accompagnait par exemple d'un changement de batterie, ça pourrait quand même se concevoir, mais malheureusement ce n'est pas le cas. À savoir que c'est toujours la batterie, la petite batterie ancienne hein, de Fuji, on va dire. Alors comme c'est un boîtier qui ne consomme pas énormément, à la limite, ça ne greffe pas énormément son autonomie, hein, on va dire, mais enfin bon, voilà. Alors là où il prend en fait ces 50 grammes, c'est sans doute hein, à cause ou grâce, là c'est comme on voit les choses, à la stabilisation hein, qui maintenant est intégrée au boîtier, qui ne l'était pas sur la version précédente, et c'était quasiment le reproche principal qu'on pouvait lui faire, parce que là ça voulait dire quand même que toute photo nocturne, hein, notamment, nécessitait, nocturne, mais nocturne en ville, hein, par exemple, enfin je ne parle pas de ciel étoilé, hein, impliquait l'usage d'un trépied automatiquement. Alors quand on le sait maintenant, quand on a une bonne stabilisation et un objectif suffisamment ouvert, hein, ce qui est le cas ici, on arrive à main levée à faire des très bonnes photos nocturnes, notamment en situation urbaine. Voilà, donc c'est possible maintenant avec ce X106. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il amène surtout, et moi c'est là que je trouve que c'est un boîtier intéressant pour le coup, hein, c'est pas un boîtier que moi j'achèterais, mais je comprends qu'on s'y intéresse vraiment, c'est qu'il hérite du capteur 40 mégapixels du X-T5 et du X-H2, et là c'est pas rien. C'est-à-dire que autant ce capteur, moi je vois pas trop son utilité par exemple sur un X-T5, je vois un petit peu plus son utilité sur un X-H2 par exemple en photo animalière, hein, pour ceux qui couplent un X-H2 avec par exemple le 150-600 de Fuji,
où là, on va avoir vraiment, en plus d'avoir un équivalent 900 mm, on va avoir une capacité en plus de recadrage. Et on sait très bien qu'en animalier, on n'est jamais assez long en focale, parfois, hein, souvent même. Et donc, c'est positif, bien sûr. Sur ce X106, qu'est-ce que ça amène comme intérêt? Ben, ça amène l'intérêt de pouvoir recadrer alors qu'on n'a qu'une focale fixe. Et là, c'est quand même super intéressant, bien sûr. Alors, la focale fixe, c'est un 23 mm, donc équivalent 35 mm en plein format. 35 mm, c'est, entre guillemets, hein, la focale polyvalente reine, si tant est qu'on définisse la focale polyvalente par cet angle de champ. Bon, il faut savoir par exemple que les smartphones, il y a quelques années, hein, je dis il y a quelques années parce que maintenant ils ont tous plusieurs objectifs, mais souvent l'objectif principal malgré tout, ou l'unique objectif qu'il y avait il y a quelques années, c'est plutôt un équivalent 28 mm que 35 mm. Voilà, après c'est un choix, hein. D'ailleurs il y a certains compacts experts, alors je ne sais plus trop, il me semble que Sony en avait un aussi, à focale fixe, hein, je veux dire, et c'était plutôt un 28 mm dessus qu'un 35. Vous voyez, ça se discute quand même. C'est sûr que le 35 c'est un peu plus polyvalent, forcément dans le sens pas téléobjectif entre guillemets, hein. C'est qu'un 35, mais 28 c'est déjà quand même franchement grand angle. Bon. Donc oui, c'est polyvalent bien sûr. Alors si on veut plus grand angle, on a la solution, comme on avait sur son prédécesseur, de mettre une espèce de bague d'adaptation pour descendre à un équivalent 28 mm. Alors c'est bien, hein, c'est mieux que ça y soit pas, hein, évidemment. On aurait préféré 24 mm parce que pour le coup, le vrai grand angle, sans tomber dans l'ultra grand angle, hein, je trouve que c'est plus maintenant 24 mm. Alors moi je le vois très bien sur mon zoom que j'ai sur mon Canon, hein, mon 24-105 f4, et je suis vraiment ravi d'avoir le 24 mm sur ce zoom. Quand j'avais mon XH2S, j'avais l'excellent hein, Sigma 1850 f2.8. N'empêche que, en grand angle, c'était assez limitant quand même. Et le 24 mm, ça fait quand même une vraie différence. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que ceux qui utilisent ce boîtier plus en photo de rue, comme on dit, le 24 mm leur manque pas forcément, on va dire. Voilà. Là où dans l'autre sens, il gagne forcément en polyvalence, c'est que maintenant, on va pouvoir faire vraiment du portrait avec ce boîtier. Alors, c'est pas qu'on ne pouvait pas avant, mais disons que la focale 35 mm, c'est pas vraiment la focale à portrait, ou en tout cas un portrait assez serré. Hein. Un portrait en pied, on va dire, oui, ça se fait bien au 35 mm, c'est sûr. Un portrait là, tel que vous me voyez, par exemple, ça se fait plutôt au 50 mm et un peu plus serré, c'est au 85 mm, hein, bien sûr. Alors ça tombe bien parce qu'avec ce capteur 40 mégapixels, si on le met en recadrage 50 mm, alors ce qui est prévu dans le boîtier hein, d'ailleurs, hein, de base, eh bien, donc il faut savoir que quand on passe d'un équivalent 35 à 50 en plein format, on multiplie à peu près, hein, le crop c'est à peu près 1,5. Hein. Et donc, si c'est à peu près 1,5, le crop sur la focale, ça veut dire que sur les mégapixels, hein, qui est une surface, là il faut diviser la résolution par le carré de 1,5. Le carré de 1,5 c'est 2,25 et donc on tombe sur une résolution à peu près de 18 mégapixels. Bon, faut savoir que 18 mégapixels, ça suffit largement, hein, surtout si c'est un portrait qu'on fait, ça serait étonnant qu'on le sorte en A1 ou A0, quoi. Voilà, donc 18 mégapixels, parfait. Et si on veut encore plus, on peut recadrer jusqu'à 70 mm, et là, 70 mm, on s'approche de la vraie focale à portrait, c'est-à-dire la vraie dans le sens où on va être plus juste au niveau des déformations, hein.
on sera plus proche vraiment de la perspective naturelle au 70 mm. D'ailleurs, c'est pour ça que les zooms professionnels du plein format, qui sont des 24-70, ils s'arrêtent à 70 parce que aller jusqu'à 85, ça ferait des trucs trop gros, trop lourds. Déjà que ce n'est pas des poids plumes, hein. Mais 70, ça permet déjà de faire des beaux portraits. Et donc là, si on se met à un équivalent 70 avec le capteur 40 mégapixels, alors là c'est très simple puisque on part de 35 mm, donc 70 c'est le double. Donc il faut diviser la résolution par 4, le carré de 2. 40 mégapixels divisé par 4, ça fait 10 mégapixels. Alors, j'en entends certains dire déjà, ou 10 mégapixels, là par contre, ça dépend ce que vous voulez en faire, hein. Mais 10 mégapixels, là aussi, ça suffit pour beaucoup d'usages. Tout ce qui est visualisation sur écran, même les meilleurs écrans du marché, 10 mégapixels, ça suffit largement. Pour tout ce qui est agrandissement, ça dépend jusqu'où vous voulez agrandir. 10 mégapixels, un A3, ça va très très bien avec 10 mégapixels. Hein. Moi, à titre de comparaison, quand mes enfants étaient petits, jusqu'à ce qu'ils soient presque ados, j'ai photographié avec un Nikon D200 qui est sorti en 2005, hein, que j'ai acheté quasiment à sa sortie. C'était vraiment un boîtier APS-C haut de gamme qui permettait de faire des photos notamment de sport et autres. Hein. Il faisait 10 mégapixels. Et moi j'ai toutes mes photos de mes enfants qui sont faites à 10 mégapixels, donc avec ce boîtier. Et j'en ai agrandi certaines en A3 et ça rend super bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, faut se dire qu'on pourra vraiment faire des portraits à 70 mm, des beaux portraits à 70 mm avec ce boîtier, donc c'est cool. Surtout que ce capteur, en plus d'être à 40 mégapixels, est très bon hein, au niveau montée ISO et au niveau dynamique, c'est-à-dire qu'il ne rend pas grand-chose au capteur 26 mégapixels qui est le précédent, ou qu'il y a actuellement par exemple dans un X-H2S ou dans un XS20. Il ne rend pas grand-chose hein, à ce capteur. Donc vraiment, c'est un choix tout indiqué, hein, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, qu'est-ce qui progresse beaucoup par rapport à son prédécesseur? C'est l'autofocus, bien sûr. Hein, et là, on va dire que chez Fuji, c'est pas anodin. C'est-à-dire que l'autofocus précédent de Fuji, il pouvait quand même aller jusqu'à vous faire louper certaines photos, hein, dès que ça bouge un peu, quoi. Alors que le nouveau, il va vous en faire louper nettement moins. Et puis surtout, hein, il va détecter le nouvel autofocus de Fuji, il détecte beaucoup de sujets différents, hein, pour peu qu'on le règle sur le bon sujet, évidemment. Et puis en termes même de tracking, hein, simplement, il est meilleur largement hein, que le précédent. Alors, il faut quand même savoir que dans la gamme Fuji récente, on a bien le même processeur hein, sur tous les boîtiers, y compris ce X100V, et le même donc autofocus au niveau des algorithmes et des fonctionnalités. Mais l'autofocus ne se comporte pas tout à fait de la même manière suivant la catégorie dans laquelle on se trouve. Et donc, il y a 3 catégories de boîtiers actuels chez Fuji. Alors, il y en a la plus fournie, c'est celle justement du X106, c'est le boîtier, pardon, le capteur 40 mégapixels. Et donc ce capteur 40 mégapixels, forcément, il demande beaucoup en ressources au processeur. Et donc, ce n'est pas sur ces versions que l'AF est vraiment le plus rapide. Hein. Alors, on le voit sur les tests du XT5 ou du XH2. C'est un autofocus qui a certes largement progressé par rapport à la génération d'avant, mais enfin, quand ça commence à vraiment aller vite, c'est pas encore ça. Hein. Alors que si on prend par exemple le XH2S, qui fait partie de l'autre catégorie, d'une des 2 autres catégories, et il est tout seul dans sa catégorie, hein, déjà on descend à 26 mégapixels en résolution, donc ça permet à l'autofocus d'avoir de prendre plus de ressources au processeur.
Et surtout, c'est un capteur empilé, en plus le X-T2S. Donc là, oui, l'autofocus va sensiblement plus vite sur ce boîtier-là. Et puis, il reste un câble pour l'instant unique en attendant une éventuelle sortie d'un XT40. C'est le XS20. Donc le XS20, lui, il bénéficie aussi de tous les nouveaux algorithmes et tout, mais il a le capteur 26 mégapixels non empilé, mais comme c'est que 26 mégapixels, l'autofocus est plus rapide que sur un XT5 ou un XH2. Donc voilà, hein, pour situer dans la gamme, maintenant, ça reste quand même pour ce genre de boîtier un autofocus, je pense, largement suffisant. D'autant qu'on peut faire des petites rafales hein, avec ce boîtier. Alors petite, en vitesse, ça va, hein, on peut monter, je crois, jusqu'à 13 images par seconde, c'est déjà bien, hein, 13 images par seconde. C'est plus le buffer hein, qui va vraiment limiter. Bon, ça c'est normal avec 40 mégapixels. Et puis c'est surtout normal avec une carte UHS. Hein. Alors ça c'est un peu étonnant que Fuji n'ait pas fait évoluer le support au moins vers l'UHS 2, quoi. Bon, bref. Donc ça limite forcément de fait la rafale, le buffer en tout cas. Mais notez bien quand même que ce boîtier, qui n'est pas quand même un boîtier sport, a quand même le prédéclenchement. Hein. Coucou Sony, où il faut payer plus de 7000 €, enfin 7000 € le boîtier pour avoir le prédéclenchement hein, sur la 9.3, sinon aucun Sony n'a le prédéclenchement. Voilà. donc c'est très bien qu'il ait ça, évidemment. Alors voilà, donc ça c'est pour les fonctionnalités essentielles. Et puis donc on l'a dit, il a la stabilisation. Voilà. Hein. Alors comme c'est un boîtier qui a eu beaucoup de succès grâce aux réseaux sociaux, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de création de contenu vidéo hein, qui se trouve. Et ce boîtier, donc, il avait déjà des possibilités vidéo tout à fait correctes, hein, bien entendu. Et puis, j'allais dire que là, la différence en vidéo, elle se voit encore plus qu'avec un smartphone. Hein. Quand vous tournez, là, il n'y a qu'à voir juste le flou qu'il y a derrière moi, alors que je filme juste avec un 50 mm 1.8, hein, un objectif à 200 €. Voilà. Et ben ça, c'est en vidéo, sur un smartphone, c'est juste pas possible, quoi. Hein. Ou alors, c'est les fonctions un peu pour l'instant amusante qu'il y a sur les iPhones, là je ne sais plus comment ils appellent ce mode, où dès que vous bougez un peu, là par contre, vous voyez que ça fait des trucs bizarres, parce que malgré tout, c'est du flou complètement numérique, et que si en photo ça marche pas mal, par contre en vidéo, c'est pas encore très au point. Donc forcément, avec un capteur APS-C, on arrive à faire aussi pas mal de flou d'arrière-plan, hein, et donc les créateurs de contenu certains ont découvert qu'avec un boîtier compact comme ça, on arrivait à faire carrément autre chose en vidéo qu'avec un smartphone. Donc voilà. Et donc le nouveau, en vidéo, il gagne aussi beaucoup hein, quand même. C'est-à-dire que donc il est à la page des derniers boîtiers Fuji, hein, qui sont eux-mêmes totalement à la page de ce qui se fait aujourd'hui en 2024, à savoir le 10 bits, le 4.2.2, voilà, hein, pour l'essentiel, le fait de pouvoir tourner en 4K 60 avec un léger crop, hein, je crois que c'est du 1,15, donc ça va, hein, franchement, hein, quand on voit que des boîtiers plein format comme un Sony A7 IV, un Panasonic S5, un Nikon Z6 II imposent un crop de 1,5, pour faire de la 4K 60, vous voyez que même là, c'est beaucoup mieux hein, sur ce boîtier. Donc, ouais, c'est sûr qu'il va bien se vendre. Alors évidemment, c'est un boîtier qui est cher, hein, par contre, vraiment, pour une focale fixe qui, bon, certes, est de très bonne qualité. Maintenant, ça reste quand même une focale fixe ouverte à f2. Bon, c'est pas quand même la folie, hein, l'ouverture à f2 pour une focale fixe. Ce qui fait son prix, c'est qu'elle est super compacte, hein, cette focale, évidemment. Pour que ce boîtier le soit également compact, l'écran aussi est complètement affleurant hein, à l'arrière, ce qui fait que oui, c'est vraiment c'est le genre de boîtier qu'on peut glisser dans une grosse poche quand même, hein, de veste quoi, on va dire, ce qu'on ne peut pas faire avec un hybride classique, hein, clairement. Voilà. Donc, mais ce qui fait aussi son prix, je veux dire, surtout, c'est son viseur. Hein, et donc là,
faut accepter que le prix, ça soit ce viseur à moitié optique, à moitié électronique, hein, qui est quand même une spécificité de Fuji. Et voilà, puis après c'est un objet évidemment très bien fini, hein. Ça va de soi quand même, heureusement, vu le prix. Alors ce qu'on peut regretter quand même, c'est qu'il ne soit pas tropicalisé, hein. Bon, alors, j'ai vu que, ça je ne savais pas, hein, qu'en dévissant l'avant de l'objectif et en remettant une partie qui a un joint d'étanchéité, quoi, voilà, ça le rend un peu plus étanche, quoi, aux intempéries. Alors oui, du coup ça rajoute en volume, donc c'est pour ça que ça n'a pas été mis de base, quoi, pour garantir la compacité. Bon bref, voilà. Bon bah, beau boîtier, hein, c'est sûr, pour qui en a l'usage. Puis je veux dire, les évolutions apportées là sont utiles et notables. Voilà. Alors, à côté de ça, Fuji donc, a annoncé, en même temps que la sortie de ce X106, des mises à jour sur les boîtiers, sur les derniers boîtiers, donc XT5, XS20, XH2, XH2S. Et je voulais juste en parler parce que c'est pas des petites mises à jour là, hein, c'est pas correction de bugs mineurs ou je sais pas quoi. On a, alors je garde le meilleur pour la fin, mais sinon dans les grandes lignes, on a amélioration de l'autofocus continu en obturateur électronique. Alors je ne sais pas quel est le niveau de ces améliorations. Moi tout ce que je peux dire, c'est que un XH2S par exemple, c'est un boîtier qu'en photo d'action, on va utiliser prioritairement en obturation électronique, puisqu'il ne fait quasiment pas de rolling shutter ni de banding grâce à son capteur empilé. Et que donc ce qu'on attend évidemment, c'est que l'autofocus continu soit ultra performant en obturation électronique, bien entendu. Et donc, si c'est le cas, c'est-à-dire s'ils améliorent le suivi, je pense, hein, c'est ça, en obturation électronique, couplé à la rafale notamment de 40 images par seconde, ça a du sens, hein. Alors il faut voir quel est le niveau d'amélioration, bien sûr. Bon, après, j'allais dire que même sur les autres boîtiers qui sont quand même capables de faire des rafales en obturation électronique aussi, hein, je pense à mon petit XS20 qui n'est pas ridicule en rafale en électronique et même couplé au prédéclenchement, eh bien, c'est toujours intéressant d'avoir des progrès dans la F continue. Donc voilà pour ça. Ensuite, tous les boîtiers vont avoir, alléluia, enfin, le cadre rouge à l'enregistrement. Ça, on se demande pourquoi Fuji ne l'a pas fait avant, hein. C'est-à-dire que, je crois, pas dire de bêtises, le premier qu'il a eu, c'est le XS20. Donc le XS20, ça va faire 1 an qu'il est sorti. Et ben, on aura attendu 1 an pour que les autres boîtiers aient enfin le cadre rouge à l'enregistrement. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et surtout, la dernière nouveauté, alors celle-là, moi je vais dire honnêtement, je ne pensais pas qu'elle arriverait un jour par mise à jour. Autant le cadre rouge, oui. Enfin, je l'espérais en tout cas, et elle a mis trop longtemps à arriver. Bref. Autant celle-là, je ne pensais carrément pas qu'elle allait arriver. D'ailleurs, moi, dans ma liste des griefs contre mon XH2S que j'ai vendu pour acheter donc un Canon R6 Mark II, comme je l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, hein, pourquoi je me sépare du XH2S, eh bien, ce manque faisait partie de la liste. Il n'y avait pas que lui, bien sûr, hein, mais enfin, il faisait quand même largement partie de la liste des points noirs du XH2S. Eh bien, maintenant, c'est corrigé. Fuji va implémenter par mise à jour le tracking en vidéo. J'ai fait un long passage hein, sur pourquoi j'ai vendu ma vidéo intitulée Bye Bye XH2S. J'ai fait un long passage pour expliquer en quoi ce manque de tracking vidéo, moi, m'avait pénalisé dans ma pratique. Et je sais que j'ai retrouvé ce tracking sur mon Canon, je sais qu'il y a ce tracking sur les Sony, bien sûr, ou sur les Panasonic. Et franchement, dans certaines situations en vidéo, ça change absolument tout, hein. Et bah, c'est génial. Franchement, là, bravo Fuji, parce que honnêtement, je ne pensais pas, hein. Alors, tant qu'ils y sont,
Là où par contre ils ne pourront pas revenir en arrière par mise à jour, c'est sur les boîtiers XH, hein, le XH2 notamment, et le XH2S, mais même le XS20. Hein. Ce qui manque cruellement, moi je trouve, c'est un basculeur photo-vidéo, hein, un switch photo-vidéo que j'ai là sur le Canon qui me filme. Et ça vous donne, ce switch, ça vous donne beaucoup plus l'impression d'avoir deux boîtiers en un, quoi, hein, un boîtier vidéo et un boîtier photo. Que pourtant, le XH2S, il est doté de fonctionnalités vidéo supérieures au R6.2, hein, pour le coup. Il filme en ProRes, il fait de la 4K 120, voilà et tout. Mais par contre, et puis oui, d'un autre côté, il est doté de capacités photo qui le placent parmi les meilleurs boîtiers du marché, grâce à son capteur empilé notamment, et ne pas pouvoir basculer très rapidement comme ça d'un monde à l'autre à cause du manque de switch photo-vidéo. Moi aussi, ça faisait partie de mes griefs, hein, sur le XH2S. Donc ça, ils ne pourront pas revenir en arrière, là c'est mécanique. Hein. Comme le fait qu'il n'y ait pas 3 molettes aussi d'ailleurs. Hein, ils ne pourront pas revenir en arrière, c'est sûr. Mais là où peut-être ils peuvent revenir en arrière, et ça au moins ça atténuerait largement ce problème, c'est que au moins quand vous mettez la roue sur la position vidéo, que au moins tous les boutons du boîtier aient une deuxième fonction en fait, hein, comme c'est le cas sur mon Canon, comme c'est le cas sur les boîtiers Sony. Alors c'est pas le cas sur les Panasonic par contre, mais ça aussi ça change tout parce que ces boîtiers-là, ils sont quand même tous pensés à la base, ils viennent tous d'une ergonomie photo. Hein. Et donc, à ce titre, ils ont une disposition de boutons et tout qui sont plus pensés pour la photo. Et les fonctions qu'on leur attribue à la base sont des fonctions photo. Mais les constructeurs intelligents comme Sony ou Canon, ils ont quand même compris. Alors il n'y a pas non plus, il n'y a pas 5-6 ans, hein, c'est sur leur boîtier récent. Hein. Sony c'est depuis le A7 IV et Canon c'est depuis le R7, voilà, hein, et puis ensuite le R6 II. Qu'ils ont compris que si le fonctionnement des boutons pouvait basculer en vidéo sur d'autres fonctions que leur fonction photo, eh ben, ça apportait beaucoup aussi à la polyvalence de ces boîtiers. Et donc, ça, chez Fuji, pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Hein, et c'est aussi, ça, c'est aussi un grief que j'avais, moi, contre le XH2S dans l'utilisation vidéo. Hein. Et donc ça, alors, pour le coup, peut-être que par mise à jour, ça peut s'implémenter, parce que là, ce n'est pas matériel, hein, évidemment. Pourquoi pas, j'allais dire. Et bien, moi j'espère pour les utilisateurs, en tout cas de Fuji. Voilà, donc ça prouve quand même que Fuji, malgré tout, ils suivent quand même, hein, par rapport à Sony qui ne fait jamais de mise à jour, par exemple. Hein. Ils suivent parce que, mine de rien, si on prend le XH2S, hein, il en est au niveau firmware, là, il en est au 5.3, je crois. Hein. Donc ça prouve quand même qu'il y en a eu beaucoup des mises à jour. Il y en a eu certaines sur l'autofocus notamment. Hein. Et là, c'en encore une, voilà, qui est pour tous les boîtiers récents, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, super. Tous les boîtiers Fuji récents vont avoir le tracking en vidéo et le cadre rouge à l'enregistrement. Donc ça devient pour moi des boîtiers vidéo déjà plus utilisables, on va dire, de manière sérieuse, quoi. Voilà, merci d'avoir suivi. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous assez rapidement, j'espère. Je tourne cette vidéo aujourd'hui, 22 février, c'est l'ouverture du salon CP+, de Tokyo. Normalement, on devrait avoir quelques nouveautés, on verra, parce que finalement, c'est pas si sûr que les constructeurs soient prêts pour on pense à Canon notamment avec le R1 ou le R5 Mark II ou même Nikon avec le Z6 III. C'est pas si sûr que ça qu'ils soient prêts pour le salon CP+, ça sera peut-être plus tard dans l'année, mais enfin bon, on verra bien. En tout cas, voilà, là il y a eu Fuji déjà. Et écoutez, rendez-vous bientôt j'espère. Merci d'avoir suivi, au revoir.